Est-ce que vous me croyez si je vous dis que 8 Français sur 10 sont heureux? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Et en même temps, 84% des Français pensent que notre pays va dans la mauvaise direction. Et c'est justement à cause de ce pessimisme viscéral, légendaire, so French, que vous avez du mal à me croire quand je vous dis que 8 Français sur 10 sont heureux. Alors, d'où vient ce décalage entre bonheur individuel et malheur collectif? En sciences cognitives, on appelle ça le biais d'optimisme. Notre esprit est câblé pour nous permettre de penser qu'on est chacun plus sympa, plus intelligent, plus drôle que nos semblables. Ça nous rassure, ça nous procure de la tranquillité. Imaginez, si on pensait en permanence qu'on est beaucoup plus nul que les autres, la vie serait un enfer. Mais en France, ce décalage atteint des sommets. Alors pour le comprendre, je vous propose une anatomie du bonheur à la française. Qui sont les Français heureux? Eh bien, grosso modo, et ça peut paraître étonnant, un peu tout le monde. Les hommes se disent légèrement plus heureux que les femmes, les seniors un peu plus que les jeunes. Et puis le bonheur est encore plus répandu quand les niveaux de revenus et de diplômes augmentent, mais il est nettement majoritaire dans toutes les catégories de la population. Pas de gros écarts non plus selon les territoires. Mike du Mans est aussi heureux que Fabienne de Valenciennes. Et sachez que les électeurs du RN se disent à peu près aussi heureux que ceux de LFI et que la moyenne des Français. Alors, comment se fait-il qu'autant de Français voient leur monde en rose et notre monde en noir? Mon métier me donne souvent l'occasion d'écouter des Français pendant plusieurs heures en étant avec eux dans leur salon grâce à Zoom. Et ces échanges m'ont montré que c'est la psychologie plutôt que la démographie qui permet de comprendre ce paradoxe entre bonheur individuel et malheur collectif. Et j'ai pu identifier 3 profils de Français qui sont heureux dans un monde qui va mal. Le premier profil, ce sont les heureux matérialistes. Les Français sont des consommateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est un frigo qui fait des glaçons pour boire du rosé devant leur nouveau barbecue. Ce sont les mots de Marie Kinski, qui est un des personnages principaux de la série La Fièvre, que certains d'entre vous ont peut-être vu. Elle n'a pas complètement tort. La première définition que les Français donnent du bonheur est clairement hédoniste. C'est profiter des petits plaisirs du quotidien. Et la première chose qu'ils voudraient changer dans leur vie pour être plus heureux, c'est avoir plus d'argent. Loin devant la santé, l'amour, le travail, et pas seulement chez ceux qui ont des difficultés à la fin du mois. Le bonheur qui fonce, comme dans la chanson du rappeur Naps, est une célébration de la consommation. Donc ce premier groupe revendique son droit à être heureux malgré le chaos du monde. Ensuite, le deuxième profil, ce sont les heureux anxieux. En regardant la télé, j'ai eu trop d'infos pour mon petit cerveau et j'en ai pleuré. Voilà ce que me disait Samia dans un groupe de parole au début de la guerre en Ukraine. 7 Français sur 10 considèrent que le monde est de plus en plus dangereux et 6 sur 10 ressentent de l'éco-anxiété. Du coup, comme Samia, 60% des Français nous disent qu'ils se coupent de l'actu parce qu'elle est trop déprimante. En fait, arrêter l'info, ça relèverait de l'hygiène de vie, un peu comme arrêter de fumer. Sauf qu'en réalité, ils ne décrochent pas vraiment, parce que l'info-anxiété va souvent de pair avec une forme d'addiction. Dans ce groupe, on trouve les plus gros usagers d'Instagram et de YouTube et très peu de lecteurs de la presse écrite. C'est aussi un groupe qui est marqué par un grand sentiment d'impuissance. Alors du coup, pour protéger leur bonheur, ces personnes anxieuses se replient sur le cocon. Et de fait, quand les Français ont du temps libre, une large majorité d'entre eux préfèrent rester tranquilles à la maison plutôt que de sortir et voir des gens. Donc pour ces 2 premiers groupes, le bonheur consommation et cocon serait comme un anesthésiant pour conjurer l'angoisse du monde. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment?
Regardons de plus près. Si on compare, dans notre enquête, les activités déclarées par les personnes qui se disent très heureuses et celles déclarées par les personnes pas du tout heureuses, on voit des décalages. Ce que les très heureux font moins que les autres, c'est regarder la télé et faire du shopping en ligne. Ce qu'ils font plus que les autres, c'est du sport et des balades, discuter avec des amis, faire l'amour, faire du bénévolat, prier et méditer, et boire un café avec son voisin. Des activités physiques, spirituelles, sociales, mais qui ne relèvent pas de la consommation. Et d'ailleurs, 2 Français sur 3 disent que l'injonction à consommer toujours plus ne les rend pas heureux. Quant au repli sur le cocon, est-ce que c'est vraiment la clé du bonheur? Dans notre enquête, toutes catégories confondues, la plus forte proportion de gens malheureux se trouve parmi les personnes qui se sentent seules. Alors évidemment, le plus souvent, la solitude est subie. Mais nous constatons que l'isolement est aussi de plus en plus choisi. Or, il fonctionne comme un cercle vicieux. Il fait augmenter le sentiment de menace et donc la défiance envers les autres, ce qui donne de moins en moins envie de les rencontrer. Et sur ce sujet, la principale alerte concerne nos jeunes. Aujourd'hui, il y a 2 fois plus de zoomers que de boomers qui se sentent souvent seuls. Ce qui nous fait le plus de bien, c'est clair, c'est le lien. Mais aujourd'hui, le bonheur cocon et consommation nous fait perdre de vue notre destin commun, à tel point que plus de la moitié des Français pensent que nos différences sont trop importantes pour que nous puissions continuer à avancer ensemble. Et ça, je pense que c'est dangereux. On voit tout ce qu'il y a au bout de ce chemin, pas besoin de vous faire un dessin. Mon message pour vous aujourd'hui, c'est que nous devons passer du bonheur cocon au bonheur cohésion. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Comment? En observant le 3e groupe. Ce sont les heureux engagés. Leur définition du bonheur, c'est contribuer à un monde meilleur. Alors, bien sûr, chez certains, l'engagement se voit et se crie sur les toits. Chez d'autres, la marche semble trop grosse à monter, et c'est normal, on n'a pas tous une âme de Greta Thunberg. Mais dans mon travail, je rencontre tous les jours des Françaises, des Français qui sont des Monsieur Jourdain de l'engagement. Ils le font sans le savoir. D'ailleurs, ils ne cherchent pas forcément à rendre le monde meilleur, mais à rendre leur quartier, leur village, l'ambiance au boulot meilleure. Je pense à Léon, qui ne vote pas aux élections, mais qui a fait les courses de sa voisine pendant tout le Covid. Il y a aussi Marilyn, qui a organisé une cagnotte pour fêter l'anniversaire d'une maman solo de son immeuble. Et puis il y a Younes qui, le soir, après l'entraînement, emmène les gamins du club de foot fermer les volets des personnes âgées. Alors ce soir, peut-être que chacun, vous vous êtes un peu reconnu dans les 3 profils que j'ai décrits. Mais la prochaine fois que vous vous sentirez un peu déprimé dans votre canapé devant Netflix, et que vous vous demanderez ce que vous pouvez bien faire à votre toute petite échelle dans un monde aussi cabossé, vous saurez que cette question, votre voisin se la pose aussi. Et peut-être, vous irez boire un café avec lui. Merci beaucoup.